moment où les autorités burundaises disaient que le pays est stable, certains activistes de la société civile et même des acteurs politiques estiment que c'est plutôt le contraire. Est-ce qu'il y a des actions positives menées par le gouvernement en place en faveur de la population? Si oui, lesquelles? Sinon, pourquoi? Voilà de quoi nous allons parler dans cette émission. Et pour faire le tour du sujet, nous sommes avec trois invités. Nous sommes avec Pacifique Nazwe, il est président du FOCODE. Bonjour et bienvenue. Bonjour, je vous salue vous-même, Madame Alice, mais aussi je salue les autres avec qui je vais partager ce débat, mais aussi les auditeurs qui nous suivent. Merci. Notre deuxième invitée, c'est Madame Marie-Louise Evarichako. Elle est présidente du mouvement Inamahoro. Bonjour et bienvenue. Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup et merci de m'avoir invité. Je saisis l'opportunité pour saluer les participants et saluer aussi ceux qui nous écoutent. Merci pour l'espace. Merci, Madame Balchako. Notre troisième invité, c'est l'honorable Agathon Gwassa. Il est député et fondateur du CNL, du parti CNL. Bonjour et bienvenue. Je ne sais pas si l'honorable Gwassa Agathon nous entend. S'il nous entend, il va nous rejoindre au cours de cette émission. Je vous rappelle que vous nous suivez sur les plateformes numériques Facebook et X, anciennement Twitter, du FOCODE. À la présentation de cette émission, vous êtes avec Alice Kizimana et la réalisation est assurée par mon collègue Gilbert Nyongro. Notre collègue Jérôme Kazaroukeye assure la mise en onde de cette émission. Encore une fois, bienvenue. Avant de démarrer à proprement parler cette émission, nous allons juste revenir sur l'émission, la dernière émission publique qui a été animée par le président de la République, Évariste Ndayishimiye. C'est pas un fait anodin. Des membres de la société civile participaient à cette émission et ont apporté des contributions. Cela faisait d'ailleurs longtemps que le gouvernement n'avait pas donné la place à des membres de la société civile. N'est-ce pas une avancée significative? Pacifique Naz. Merci de la question. C'est vrai qu'hier, nous avons suivi ce débat public du président Ndayishimiye, un débat auquel il avait convié certains responsables d'organisations de la société civile. J'ai vu notamment le président de l'OLICOM, Gabriel Ousili, un président d'une autre organisation qui s'est exprimé aussi. Et il y avait aussi des responsables religieux, il y avait un certain nombre d'autorités publiques, des journalistes, mais aussi de simples citoyens qui ont pu suivre ce débat et qui ont même eu l'occasion de poser un certain nombre de questions. Si le fait qu'il y ait une participation de certains membres de la société civile, si cela signifie aujourd'hui une ouverture vers la société civile ou une ouverture de l'espace public, je ne suis pas tout à fait de cet avis, même si l'initiative est à saluer. Je ne suis pas tout à fait de cet avis. En réalité, depuis 2015, il y a un certain nombre d'organisations qui sont autorisées à s'exprimer au Burundi. D'un côté, c'est un nombre important d'organisations créées par le régime lui-même, ce que nous appelons dans notre jargon de la société civile, ce que nous appelons les gongos, comme s'il fallait dire des organisations non gouvernementales, mais en même temps gouvernementales. Cela, depuis 2015, celles-là, elles s'expriment. Celles-là, elles font des communications, elles sortent des rapports qui, dans la plupart des cas d'ailleurs, sont destinés
à s'opposer à ce que nous autres défenseurs des droits humains, nous publions. Vous les entendrez souvent dénoncer le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Vous les entendrez chaque fois qu'il y a une décision de la part d'un organe de la communauté internationale qui s'intéresse au Burundi et qui condamne les violations des droits humains au Burundi ou de la corruption au Burundi. Chaque fois, vous entendrez ce genre d'organisation soutenir le gouvernement et condamner ceux qui condamnent. Ça, ce n'est pas une surprise si on voit une organisation comme Nhabariza, elle rentre dans le cadre de ces organisations que j'appelle les Gongos. Si je dis ça, lui-même dans son intervention, le président de cette organisation a dit que tout récemment, il était à Genève et qu'il est intervenu pour défendre la milice Imbonerakure, qui est dénoncée par tous les autres défenseurs de droits humains qui suivent de près la situation au Burundi, qui sont dénoncés dans leur violation des droits humains, dans la manière dont ils sont utilisés pour terroriser le peuple burundais. Mais lui, il est intervenu pour défendre les Imbonerakure. Alors là, on comprend de quel genre d'organisation il s'agit. Pour le cas de Gabriel Rufyiri, président de l'UCOM, il y a quelque temps, il est rentré au pays et on sentait déjà qu'il y a une certaine limite à son action. L'OLUCOM d'avant 2015, nous avons l'impression que l'OLUCOM a quelque part changé. Ce n'est plus l'OLUCOM qui produisait des rapports sur des cas de corruption, qui dénonçait, qui nommait les gens corrompus, qui parlait des dossiers. Ce n'est plus ça. L'OLUCOM joue son rôle peut-être dans la limite de ce qui est actuellement possible au Burundi, mais il y a quelque chose qui a gravement changé. Et c'est d'ailleurs la même chose pour certaines radios indépendantes au Burundi qui, avant 2015, s'exprimaient librement, mais aujourd'hui, on sent qu'il y a une grande différence dans la façon dont ces radios traitent les informations. Et de la même manière, et ensuite, je voudrais souligner, il y a 2 semaines, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, avait menacé Gabriel Rufyiri dans un discours devant les banquiers où il disait qu'il y a 7 activistes qui passent tout son temps à évoquer la cherté de la vie au Burundi. Pour le président a même osé le qualifier, le taxer de voleur, en Kirundi ou Musuma. C'est voleur, ou ça peut même être plus que voleur. Et d'autre part, il a dit que c'était un ennemi du pays, que tous ces messages, c'était de la propagande contre le pays, contre le régime, contre le président. Et on le voit 2 semaines plus tard, Gabriel Rufyiri devant le même président, qui s'exprime, qui n'explique même pas ce pourquoi il avait été menacé, qui n'ose pas dire finalement, vous m'avez mal compris, quand je parle de la cherté de la vie, c'est ceci et cela, il faut comprendre son message. Il n'a pas osé réexpliquer son message après des menaces aussi graves de la part d'un président de la République. Et plutôt... Excusez-moi, pourquoi ce retournement? Dans 2 semaines, on l'accuse d'être l'ennemi du pays. Après, il est aux côtés du président de la République pour une cause commune, on va dire. Pourquoi ce retournement en très peu de temps? Moi, je me dis que tout ce qui accepte aujourd'hui d'opérer sur le territoire burundais savent auxquelles menaces ils doivent s'attendre et qu'ils essaient d'adapter leur discours aux conditions dans lesquelles ils travaillent. Donc, ils savent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Ils savent aujourd'hui qu'on ne peut pas dénoncer le président de la République, par exemple. Ils savent qu'il y a des dossiers graves qu'il ne faut pas toucher. Et lorsqu'ils s'expriment, ils s'accommodent. Ils essaient d'entrer dans ce contexte, de ne pas aller au-delà de ce qui peut être accepté aujourd'hui par ce régime. Alors, je voudrais dire donc que l'espace n'a pas été amélioré en 2024. Ce qu'on a vu hier ne signifie pas un changement significatif, mais c'est plutôt dans la continuité
de ce on observe depuis 2015, un espace verrouillé et de plus en plus verrouillé chaque année. Merci, Pacifique Néa. Je ne sais pas si l'honorable Ouassagaton est en ligne avec nous. On va l'accueillir et continuer cette émission. Honorable Ouassa, est-ce que vous nous entendez? Oui, je vous entends. Donc, je vous présentais tout à l'heure, donc je vous disais bienvenue dans l'émission et je vais en profiter pour vous poser, c'est la même question qu'à Pacifique et Naz tout à l'heure. Nous avons vu des activistes de la société civile aux côtés du président de la République dans une émission publique, ce qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Pacifique estime que ce n'est pas une avancée significative du tout. Est-ce que vous êtes du même avis? Moi, je pense que ça, c'est du folklore. Du folklore parce que c'est juste question de poser devant les caméras pour tromper le moins vigilant, peut-être que tout va bien, alors que la situation n'est pas du tout bonne. De toute façon, si nous devrions parler de droits de l'homme, de droits politiques notamment, l'espace politique est totalement verrouillé. Vous savez combien le pouvoir s'est investi, notamment pour démolir le parti CNR depuis des années, surtout avec un accent particulier depuis l'année dernière. Vous vous souviendrez combien le ministère de l'Intérieur prétendu qu'il suspendait les travaux du parti, mais que même une fois que cette suspension n'était plus valable, au vu de la loi sur les partis politiques, bien son ministre s'est constitué lui-même en une pour nous empêcher même d'organiser un congrès au mois de février de cette année. Donc, paradoxalement, son ministre, avec ses collaborateurs ou ses supérieurs, organise un second congrès du parti CNR le 2 mars. Et les congressistes statutaires n'ont pas été acceptés en Gozi. On a vu quel a été le déploiement des services de la présidence, entendez ici le service national de renseignement, pour traquer les militants du CNR qui devraient, selon les statuts du parti, participer au congrès. En l'occurrence, les députés, les membres des conseils communaux et les organes, les gens dans différentes entités. Et ce qui est navrant, c'est que même aujourd'hui, on fait tout pour que même la justice va passer par un dossier. On paralyse tout. En fait, ceci pour conforter le pouvoir, pour conforter au sein des FDD, que d'être se garantir de rester au pouvoir tant qu'ils l'ont voté. Mais malheureusement, ils oublient qu'il n'y a pas de pouvoir éternel. L'hégémonisme, c'est humain, c'est passager, c'est éphémère. On a connu de grandes civilisations qui n'existent même plus aujourd'hui. Ça m'étonnerait que ce soit un pouvoir qui a totalement manqué à ses responsabilités depuis qu'il est là. Un pouvoir qui n'a fait que faire retirer le Burundi, qui se pérenniserait, c'est surprendrait. Donc, un peu de mots. Le contrôle la triste réalité est que les indicateurs de la démocratie démontrent au contraire. Allez-y voir combien le parti CNSD Codonou est malmené, de permanence séparée, brisé ou démoli. Allez-y voir quelles sont les menaces qui pèsent sur la coalition Burundi Gabo.
Et ainsi de suite, des injonctions intempestives de la part de celui-ci, de celui-là. Allez-y voir même combien la gestion du processus électoral est tellement marquée par la prédatrice du pouvoir. Voilà, jusqu'à refuser des dossiers, en prétendant que dans les curriculums vitae, il n'y a pas mention de des candidats, ce qui est un peu anormal parce que depuis que j'ai connu cette histoire dans les dossiers, il n'y a nulle part où on a mentionné les ethnies. Mais aujourd'hui, voilà, ça devrait être une exigence ici, surtout contre les gens qui peuvent être une alternative à ce régime. Donc, pratiquement, ce n'est pas ce genre de problème qui va résoudre le problème. Donc, il faut que le régime soit flexible et que le Burundi reste au Burundi et que le Burundi ne soit pas le droit. Et qu'il faut garantir que ces droits qui sont consacrés dans les lois, la Constitution, soient respectés pour tout le monde. Merci, honorable Gwassa. Je vous disais que nous y reviendrons plus en profondeur tout à l'heure. Et Marie-Louise Chako, juste la même question. Les membres de la société civile et le gouvernement mettent dans la main dans une émission publique. Qu'est-ce que cela évoque pour vous aujourd'hui? Normalement, en principe, ce serait une excellente chose. Et c'est cela que tout le monde voudrait voir. Malheureusement, dans le contexte du moment au Burundi, nous avons vu beaucoup de ce genre de démonstrations, si je peux appeler ça démonstration, mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de volonté véritablement de changer les choses. Il y a une chose que plus d'un regrette le plus dans la gouvernance du Burundi, ce sont les promesses non tenues du président Evariste Ndayishimiye depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Quand il est arrivé, il est venu avec un discours très attrayant, très encourageant, promettant de venir changer les choses, de remettre à l'honneur les droits de l'homme, le respect des droits de l'homme. Et aujourd'hui, quand on regarde la situation, honnêtement, le respect des droits de l'homme et l'implication de la société civile est au plus bas niveau. On ne peut pas dire moins que ça. On a vu la manière dont la société civile a été traitée tout au cours de ce mandat et même avant, jusqu'aujourd'hui. On ne peut pas dire vraiment qu'il y a quelque chose qui va changer. Le président Evariste Ndayishimiye, il dit beaucoup de très bonnes choses, beaucoup de très bonnes choses. Malheureusement, on ne voit jamais la suite. Il prend des actions parfois qui sont très appréciables quand il décide de libérer des prisonniers, quand il décide de rencontrer la population. C'est une très bonne chose, mais qu'est-ce qui en sort? C'est ça qu'on voudrait voir. On voudrait voir la suite, on voudrait voir les choses changer, on voudrait voir la situation s'améliorer, mais au-delà du discours, on ne voit pas le changement. C'est ça qui fait que on ne se fait pas beaucoup d'illusions. Ça serait une très bonne chose que le gouvernement puisse s'approcher de la société civile, travailler avec la société civile, et c'est ça en fait qui fait les piliers de la démocratie. Mais malheureusement, force est de constater qu'on a souvent vu ça, mais on n'a rien vu après. Donc, c'est ça qui fait que, honnêtement, moi, je n'ai pas beaucoup d'espoir. Nous avons déjà entendu beaucoup de ces discours, mais au-delà de ces discours, on voudrait voir la concrétisation dans les faits. On voudrait voir, par exemple, le respect des droits de l'homme effectivement. On voudrait voir l'impunité éradiquée une fois pour toutes. On voudrait voir les violations
des droits de l'homme éradiqués une fois pour toutes. On voudrait voir la justice fonctionner pour le peuple et pour tout le monde, et la justice indépendante. On ne le voit toujours pas. Donc, en fait, je crois que nous sommes encore loin. Nous sommes encore loin. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Cela ne veut pas dire que ça ne va pas se faire un jour, mais ce n'est pas cette rencontre avec la société civile et les autres acteurs qui nous font penser que les choses, enfin, ça arrive. On a souvent entendu ça depuis 2020. On n'entend que de très beaux discours, mais ce qu'on voit, c'est autre chose. Merci, Madame Boel-Chako. Justement, nous allons entamer le bilan en 2024 pour l'espace civique et les droits humains sous le régime d'Indayishimiye. Pacifique Nnazo, dernièrement, vous avez donné quelques chiffres inquiétants en matière de non-respect des droits humains. Aujourd'hui, comment vous noteriez le régime d'Indayishimiye en ce qui concerne l'espace civique et les droits humains de façon générale? Avant d'aller directement sur cette question, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la première question, d'ailleurs par rapport à ce que vient de dire Marie-Louise Boel-Chako. Oui. Quand j'ai écouté hier le président d'Indayishimiye, à un moment, il a répondu au président de l'association, l'autre association dont j'ai parlé, Nabariza. Et il a dit, voilà, il lui a posé des questions, le président a dit, mais pourquoi vous n'êtes pas venu avant me dire ça? Est-ce que vous avez eu peur? Maintenant, je voudrais démontrer qu'au Burundi, on peut librement s'exprimer et qu'il n'y aura aucune conséquence pour ceux et celles qui s'expriment ou qui posent des questions qui peuvent paraître gênantes pour certaines autorités. Et là, je voudrais demander au président d'Indayishimiye de concrétiser alors ce qu'il a dit. C'est facile de le dire, mais comme disait Marie-Louise, la concrétisation, c'est autre chose. Monsieur le président d'Indayishimiye, ouvrez cet espace public, ouvrez l'espace civique, si réellement, aujourd'hui, les Burundais peuvent être libres et s'exprimer librement sur n'importe quelle question. Ouvrez tous les médias. Ouvrez la RPA. Mais pourquoi la RPA n'est plus au Burundi? Avant 2015, on avait des radios, des médias libres, indépendants. Nous avions la RPA, certes une radio qui parfois s'exprimait de manière qui ne plaisait pas au régime, mais qui était là et qui permettait aux Burundais de s'exprimer. Alors, ouvrez la RPA, Monsieur le Président. On ne veut plus entendre la RPA à l'extérieur du Burundi, Inzamba et Télévision Renaissance à l'extérieur du Burundi. Nous les voulons au Burundi si vraiment tous les Burundais peuvent aujourd'hui s'exprimer librement. Je voudrais dire à Indayishimiye, laissez la société civile travailler de manière indépendante. Accordez-nous encore une fois l'autorisation de travailler sur le terrain au Burundi. Donnez l'autorisation au FOCODE, à la Ligue à cette organisation initiée notamment par Melchior Ndadaye, que vous considérez comme un héros de la démocratie. Laissez la Ligue à travailler au Burundi. Laissez la PRODH travailler au Burundi. Cette organisation qui notamment, à un certain moment, a aidé le CNDD-FDD à assister des combattants du CNDD-FDD qui avaient été arrêtés. Laissez la COSOM faire son travail, observer les élections de 2025. Voilà, Monsieur le Président, nous vous prenons au mot. Si réellement vous dites qu'aujourd'hui on peut être libre de nous exprimer au Burundi, ouvrez l'espace. Mais si vous ne le faites pas, c'est des mots vides, ça ne signifie rien. À un moment, en observant cet exercice, ce que Marie-Louise vient d'appeler démonstration, cette démonstration, parfois j'ai même eu l'impression que le président était en train de mimer à notre président d'à côté. On a souvent des images d'un président d'à côté qui reçoit la population, qui lui fait des doléances et qui rapidement trouve directement des réponses sur place. Ouais. On l'a vu, mais j'ai dit, mais c'est du mimétisme à un niveau, je ne sais pas.
mais on voudrait qu'il y ait des résultats. Au moins à côté, lorsque le président fait ce genre d'exercice, il y a des résultats palpables qu'on voit. Alors là aussi, on voudrait des résultats et que les promesses présidentielles soient réellement de vraies promesses, que cela soit concrétisé. Nous demandons nos libertés. Monsieur le Président, donnez-nous nos libertés. Alors, s'agissant de la question, vous avez dit, vous avez évoqué les chiffres que le FOCODE a, ces derniers mois, publiés en rapport avec les cas de disparition forcée. C'est une situation qui a été très préoccupante en 2024. Nous l'avons souligné que nous avons atteint en 2024 un niveau qu'on avait vu en 2016. Depuis 2016, on n'avait pas vu un tel niveau de cas de disparition forcée et d'enlèvement. Jusqu'au mois de septembre, on avait presque un cas de disparition ou d'enlèvement tous les 3 jours. C'était devenu gravement inquiétant. Parfois, ça revêtait un caractère politique. On a vu pas mal de militants du parti CNL, dont des responsables qui ont été enlevés. Là, je peux donner des exemples. C'est le cas du responsable du parti dans une commune de Ruyigi, un autre responsable du parti CNL en commune Mishira, province de Changuzo. On a vu pas mal d'autres militants dans un certain nombre de communes qui ont été enlevés par des responsables provinciaux du service national de renseignement et parfois par le responsable de la jeunesse ou de la milice Imbonerakure en province Muyinga, qui aujourd'hui a acquis par ailleurs une responsabilité encore plus importante, qui prend toutes les provinces mises ensemble du côté de l'Est, Changuzo, Ruyigi, Muyinga, une partie de Gitega, un certain Shabani Nimubona. Donc, imaginons ce que c'est de voir un responsable de la jeunesse d'un parti qui se permette d'aller dans une commune arrêter le responsable communal d'un autre parti. Imaginons, franchement, ça, c'est comment dire, on pourrait à la limite comprendre quand cela est fait, cela est opéré par des policiers, le responsable du renseignement ou le responsable de la police, mais quand un responsable de la jeunesse d'un parti soit autorisé d'arrêter, d'enlever, de faire ce qu'il veut d'un responsable d'un autre parti, on a dépassé toutes les limites de l'acceptable. Donc, en 2024, on a donc observé un nombre extrêmement important de cas d'enlèvement et de disparition forcée qui ont touché le CNL, comme je disais, qui ont touché d'anciens membres du parti MSD qui, parfois à tort, sont considérés comme ayant des liens avec le Red Tabara. Mais là, je dis toujours, même dans le cas où il y aurait ce lien, même dans le cas où ce lien serait établi, lorsqu'une personne est arrêtée, il doit être présenté devant la justice, il doit se justifier devant la justice et si d'aventure advenait qu'il soit condamné, convaincu dont on l'accuse, il faudrait qu'il soit sanctionné conformément à la loi. Mais il n'y a aucune loi qui justifie un enlèvement et une disparition forcée pour quelque raison qui puisse être, que le pouvoir puisse invoquer. Je voudrais aussi souligner ce fait que malgré les cris, malgré les alertes, malgré tous les rapports qu'on a produits, le pouvoir n'a pas bougé. Il n'y a aucun responsable du service national de renseignement, aucun milicien Imbonerakure qui a été arrêté, qui a été poursuivi à la suite d'un cas de disparition forcée et d'enlèvement. Les disparitions forcées, c'est un outil extrêmement grave utilisé par les dictatures pour verrouiller encore une fois l'espace public, et surtout pour terroriser la population, l'amener à avoir peur, à s'exprimer sur différents sujets du pays. Combien de points je puisse donner à ce régime s'il fallait comparer la situation de 2024 aux situations antérieures? Je ne vois pas un seul point que je pourrais accorder à ce régime sur tous ces points.
Merci, Pacifique Nazwe. Marie-Louise Jacob, Pacifique, qui vient d'énumérer des cas de disparition forcée, mais aussi des arrestations des militants de l'opposition, mais aussi une situation vraiment inquiétante par rapport à l'espace civique et les droits humains. Il donne 0/10, on va dire, au régime d'Echimier au cours de cette année 2024. De votre côté, comment vous noteriez ce régime aujourd'hui? C'est difficile, hein? C'est difficile de noter parce que nous constatons qu'il y a beaucoup de failles, beaucoup de défaillances avec lesquelles il n'y a pas moyen de dire que les choses vont bien. Les choses ne vont pas bien. Depuis qu'on a vu la répression des manifestations publiques en 2015, parce que avant 2015, j'ai eu l'impression qu'il y avait quand même une liberté d'expression. Les gens s'exprimaient sur les radios, sur même sur les médias sociaux. J'ai souvent écouté des discussions, des débats des acteurs de la société civile, avec les responsables des partis politiques. J'ai eu à animer des réunions, des débats entre les membres de la société civile, des partis politiques et les médias sur les questions importantes concernant la gouvernance du Burundi, mais il n'y avait pas de répression, il n'y avait pas de poursuite pour ce genre de débat. Mais depuis qu'on a vu la répression des manifestations publiques en 2015, c'est comme si la direction a changé. On a vu par la suite beaucoup d'atteintes aux droits d'association, beaucoup d'atteintes aux droits de réunion, à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression. Il y a eu beaucoup de problèmes, franchement, qui font que on se demande aujourd'hui s'il y a encore, en quoi que ce soit, aucun respect des droits humains au Burundi. On a vu beaucoup de défenseurs depuis l'accession au pouvoir du président Évariste Ndayishimiye. On a vu beaucoup de situations aussi des défenseurs des droits humains qui ont été emprisonnés juste parce qu'ils sont défenseurs des droits humains. On a vu Germain Kina, on a vu, ça c'est un exemple, il y a l'exemple aussi des 5 défenseurs, Marie, Sylvana, Audace et Prosper. On a vu des femmes journalistes aussi, Floriane, Sandra et peut-être d'autres. Tout ça, c'est des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et tout ce monde-là, ils sont toujours accusés d'un seul crime. Et ça s'appelle rébellion et atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je ne saurais le dire. Mais c'est toujours le même crime dont ils sont accusés et ils sont emprisonnés. Donc, c'est vraiment un moment où les défenseurs des droits humains, les politiciens, les opposants au système en place, les médias indépendants, ils sont vraiment sous surveillance et ils sont menacés. C'est pour ça que, par exemple, nous, les femmes, quand je regarde la manière dont les femmes s'exprimaient librement, parlaient pour la cause des autres, ceux dont les droits étaient violés, oui, elles faisaient souvent des actions de plaidoyer, des actions d'appui. J'en vois de moins en moins. Pourquoi? Parce que beaucoup d'organisations ont peur de subir ce qu'ont subi ces autres organisations. Donc, Marie-Louise Jacques, vous diriez que rien n'a été fait sur le régime d'Echimiye courant de l'année 2024 au niveau de l'espace civique. En ce qui concerne le respect des droits humains,
en ce qui concerne la bonne gouvernance, en ce qui concerne l'espace civique, le déverrouillage de l'espace civique, je dirais bien, et ça, je pense que je ne me trompe pas, que rien n'a été fait. C'est vrai, le discours est là. C'est vrai, des réunions comme celle qui a eu lieu hier, il y a eu des discussions, mais c'est la concrétisation qui laisse toujours à désirer. On ne voit pas. On ne voit pas la concrétisation. On verra les promesses, on verra les engagements, on verra les discours, mais qu'est-ce qui s'ensuit? On ne voit pas. Malheureusement, c'est ça qui est difficile et qui fait que le Burundi traîne à récupérer, à retrouver son chemin, à se rebâtir, à sortir de cette gangrène de crise dont il est victime depuis quelques années, en tout cas depuis 2015. Alice, permettez que j'ajoute un petit élément à ce qu'elle vient de dire. Oui, rapidement. Il y a quelque chose parfois qu'on considère comme une avancée lorsqu'il y a des cas de libération de défenseurs de droits humains qui avaient été arrêtés injustement. C'est par exemple le cas de la journaliste Floriane Irangavie. Mais en réalité, ce ne sont pas de vraies avancées parce que Floriane Irangavie a d'abord été arrêté injustement. Il a suivi tout un processus judiciaire, un long processus judiciaire, où il a continué à subir des injustices, jusqu'à ce que ce soit le président Ndayishimiye qui va apparaître au grand jour comme le libérateur. Mais en réalité, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Floriane Irangavie a été libérée pour qu'elle continue de jouer son rôle de journaliste? Est-ce qu'aujourd'hui qu'elle est libérée, elle peut encore dire ce qu'elle avait dit et ce qui avait entraîné son arrestation? Alors, si il faut faire passer des défenseurs de droits humains en prison pendant des années, et qu'à la fin, le pouvoir dise « Voyez, je suis bien, je le libère », et que dans la suite, cela signifie que la personne ne va plus jouer son rôle qu'elle devait jouer avant son arrestation, ce n'est pas une avancée. On peut saluer que la personne a été libérée, mais en réalité, ça ne change pas la situation de l'espace des libertés publiques dans le pays. Vous allez trouver que c'est le cas pour Rukina, comme on vient de le dire, ce sera le cas pour Germain Kouki. Dans la plupart des cas, ces personnes, d'ailleurs, doivent s'exiler à l'extérieur du pays. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de Madame Sibomana, la syndicaliste de Gitega, qui avait dénoncé un directeur d'école soupçonné de viol sur des élèves de son école. Je ne sais pas ce qu'il va advenir de cette femme, mais dans la plupart des cas, on voit ces gens libérés ne peuvent plus continuer le combat qu'elle menait avant leur arrestation. Voilà ce que je voudrais ajouter. Merci, Pacifique. Honorable Guassa, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous au téléphone, si vous nous entendez. La question est la même. Les deux invités qui viennent d'intervenir ne trouvent rien de positif au niveau de l'espace civique et des droits humains au Burundi au courant de l'année 2024 sur le régime Évariste Ndayishimiye. Du côté politique, est-ce que vous êtes du même avis? Honorable Guassa, je ne sais pas si vous nous entendez. Peut-être Honorable Guassa va revenir en ligne tout à l'heure et nous allons continuer avec les deux invités. Et tout à l'heure, Honorable, Madame Balichako, vous disiez aussi que rien n'a été fait, qu'il y a eu des discours, mais pas de... Honorable Guassa, vous nous entendez? Oui, je vous entends. Vous pouvez répéter la question. Alors, je disais que les deux invités qui viennent d'intervenir ne trouvent rien de positif qui a été réalisé au niveau de l'espace civique et des droits de l'homme au Burundi au courant de l'année 2024 sur le régime Ndayishimiye. Sur le plan politique, est-ce que vous aussi, vous êtes du même avis? Tout à fait, parce que la situation africaine
dégringoler davantage. J'apprends par exemple le sort que subit le type de groupe, par exemple, valorisation de ses permanences, destruction, profanation, des choses du genre, les menaces qui sont proférées contre les leaders de certaines organisations politiques qui essaient de s'affranchir du sein des DFDD. Aujourd'hui, avec la mise en place d'une plateforme sous forme de coalition qui, on sait combien d'injonctions ils sont obligés de gérer dans la part de ceci, de cela. Tout ça pourquoi? Parce que justement, il y a un pouvoir judiciaire qui doit se maintenir contre vents et marées. Mais malheureusement, les temps doivent changer et les Burundais doivent comprendre que nous avons d'autres citoyens burundais. Il faut absolument qu'on crée ces défauts. C'est pourquoi il y a une alternative qui doit se trouver toutes nos ennemis de toutes nos forces. Et donc, si cette question de noter et de donner une note donc, sur la note médiocre, c'est 20 qu'ils auraient à peine moins de 2. Si les chiens de 200, ils n'auraient pas 10%, ils seraient moins de 10%. Là, c'est catastrophique. Allez-y voir ce qui s'est passé avec le PCRL. Il est complètement démoli. Justice ne peut pas se permettre de juger son pas. Alors qu'on a été saisi, il faut tenir les pieds, il faut chercher des diversions, ceci comme cela. Donc, les indicateurs dans tous les domaines, le déficit de la gouvernance témoignent suffisamment que, effectivement, les Burundais ne peuvent pas jouir de leurs droits, sinon, les indicateurs économiques aideraient à justifier cela. Le fait que le roman est donc on va faire un exemple sur les lits. On va dire les Burundais qui voulaient fêter Noël dans la famille à l'intérieur du pays. On va que sur le petit bout, il n'y a pas de véhicule. Ils s'orientent qui vers la gare du Nord, qui vers le point où ils pouvaient seulement voir un véhicule qui va vers l'intérieur et chercher à payer. La police, ils ont amené les clients dedans. On pas, et pour sécuriser une menace à la sécurité, plus de temps, un trouble, c'est un dans le public. Il faisait simplement, qui n'est pas acceptable, le droit. Ce genre de questions. Vous manquez de pouvoir aux besoins des citoyens lorsque ces derniers essaient d'utiliser le peu d'ingéniosité qui est encore possible, prendre sur la voie qui mène dans la direction où l'on ça devient une infraction. Donc, chacun fait sa loi. Et voilà, c'est comme ça que l'on tourne. On parlait de progrès avec les droits de l'homme, les d'esprit politique. Où est-ce qu'on trouverait le courage de dire qu'il y a des avancées? Pratiquement, comme vous pensez, on peut que l'occuper. Tout pas simplement, on devrait voir. Honorable Gosse Agathon, puisque nous avons encore en ligne, je vais en profiter. Vous avez connu beaucoup de, on va appeler ça du harcèlement, depuis le FNL en passant par le CNL jusqu'à aujourd'hui. Ça a toujours été le même scénario d'un gouvernement à l'autre. Pourquoi, selon vous, est-ce que c'est personnel ou c'est politique? L'une des très mauvaises, je ne m'entends pas bien, c'est à quelque point, comme ça, si je devrais encore une fois vous demander de faire un effort de répéter la question.
Sinon, je risque de les Oui, prendre. la connexion n'est pas du tout bonne, on ne se reçoit pas très bien également. Je disais, vous avez connu quand même, c'est pas seulement l'année 2024, même avant cela, vous avez connu beaucoup de problèmes politiques avec les différents régimes. Aujourd'hui encore, vous êtes dans la même situation. Je vous demandais, est-ce qu'aujourd'hui vous estimez que le problème, il est vraiment réellement politique ou il est personnel? Non, il est politique, il n'est pas personnel. Il est à la fois personnel et politique. Personnel dans son sens où les gestionnaires de ce pays, plutôt que de s'attirer à des questions sérieuses, ils perdent toute l'énergie et tout le temps à faire la guerre contre le Croatia, qui pourtant ne fait rien pour empêcher qu'ils fassent ce qu'ils veulent faire. Vous voyez toute cette obstruction pour l'espace politique, vous voyez toute cette discrimination politique, au point de ne recruter que des gens dans ce parti politique, pour ça, pour éviter que ça puisse avoir des soutiens comme ceci, comme cela. Donc, pour le régime, c'est comme si le Rwanda constituait une menace. Je ne sais pas en quelle mesure je constituerai une menace. Si c'est parce que je plaide pour la bonne cause des Burundais, bien, ça serait dommage qu'on ait des dirigeants de son pays. C'est un problème politique parce que lorsque les dirigeants d'un pays ne savent distinguer les problèmes nationaux, les problèmes sectaires, ils ne peuvent pas dissocier les affaires de la nation, les affaires sectaires de leur parti politique, je comprendrais que c'est quand même une situation grave. Je me permettrais même de dire que observer la gouvernance et le comportement de nos dirigeants, cet artiste constate que finalement, ils n'ont bien pu se démarquer de l'état de pouvoir ils étaient dans le temps, aux différents subsidiaires aux événements. Ils n'ont rien compte. Donc, on veut se comporter comme des gouvernants, tout en prétendant faire exercer, faire respecter la loi. Et c'est très dommage que le résultat, c'est un pays qui ne fait que reculer depuis qu'ils sont aux affaires en 2000. Et le bilan est largement négatif et ils veulent se maintenir contre vents et marées. Il faut recourir à la violence et on voit manifestement qu'ils ont peur de quitter le pouvoir. En témoigne tout l'arsenal qui n'était pas lorsqu'ils se déplacent. On croirait que l'on est toujours dans un pays en guerre, à voir les armes qui sont en circulation. Ce n'est pas cette image que l'on prend dans notre pays, même dans la sous-région. Si on va en Tanzanie, on ne verra pas de mitrailleuses, on ne verra pas de lance-roquettes de les autorités. On ne verra pas ce tchalala d'experts vraiment imposants. Non. Tout ça, parce que justement, la transformation du mouvement armé en parti politique pour le sein des deux traités a complètement échoué. Ils veulent toujours gérer l'opinion comme si on était en plein cette période. Il est temps donc que les Burundais aient conscience que lorsqu'il y a une alternative qui procède par la voie démocratique, on connaît, même si le processus est mal géré, avec ce processus, arriver à imposer le changement dans son pays, parce qu'on ne peut pas attendre de ceux qui dirigent. C'est ce que je peux dire.
Nous y revenons tout à l'heure, honorable Ouassagaton, en parlant des voies de sortie de cette situation. Mais avant d'arriver à cette question-là, je reviens vers vous, Pacifique et Nahazoué. Vous avez tous dressé un bilan largement négatif du régime laïchimier, que ce soit au niveau de l'espace civique, des droits humains, mais aussi de la sécurité. Mais dans le discours officiel, on dit que tout va bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le président laïchimier préfère fermer les yeux sur ce qui se passe ou il s'agit d'un silence complice? D'abord, je voudrais dire qu'il s'agit d'un président qui a déçu. À son arrivée, il avait d'une certaine manière suscité des espoirs. Bon, on savait, il avait été très proche d'Nkurunziza, on savait qu'il avait dirigé au sein de l'FTD, que par conséquent, il a dirigé la milice Imbonerakure, qui a continué à commettre des atrocités, des violations graves pendant qu'il était secrétaire général du parti CNDD-FDD. Mais au moins, il y avait un discours où on sentait que ce président pourrait avoir une volonté de changer des choses. Pendant la campagne électorale de 2020, même si on n'y croyait pas trop, quand même, il a osé dire des choses. Il avait dit qu'il allait combattre l'impunité qui gangrénait le pays sous le régime Nkurunziza. Il avait dit qu'il allait combattre la corruption. Il avait dit qu'il allait faire respecter les droits humains. Et même pendant son discours d'investiture, il est vrai qu'il y avait des choses qui ne rassuraient pas, mais il y avait aussi d'autres choses prometteuses. Il y avait des promesses qui pouvaient, si elles étaient concrétisées, qui pouvaient améliorer la situation des Burundais. 4 ans et demi après, on a cette impression que tout n'était que du vent. Toutes ces promesses ne signifiaient rien. La lutte contre la corruption, c'est rien, c'est du vent. La promesse de faire respecter les droits humains, les choses se sont plutôt, mais dans certains aspects, les choses se sont empirées sous son régime. Les violations graves qu'on dénonçait sous le régime Nkurunziza, c'est le même. Si on lisait un rapport qui a été fait en 2019 et qu'on lit un rapport qui est fait en 2023 ou 2024, c'est comme si on est en train de décrire la même période. Donc, il n'y a aucune évolution sur tous ces aspects. Les promesses d'une justice indépendante. Le président s'est même permis de pleurer. Bon, il est vrai, il a pleuré, mais il n'y a pas eu de larmes ne sont pas sorties. Il faut se dire vrai. Il a dit qu'il pleurait et qu'il pleurait au nom du peuple burundais qui subisse une justice non indépendante, une justice injuste, il faut qu'on dise les choses de cette manière-là. Et on s'attendait. Donc, il a tellement fait de promesses qu'on se disait, mais bon, on espère qu'il y a quelque chose, franchement, qui va aller. Et à un moment, on s'est dit, c'est peut-être le général Bunyoni qui l'a embrigadé, qui l'a empêché de faire son boulot. Bunyoni a été limogé, Bunyoni a été emprisonné. Mais quand on compare l'époque Bunyoni à l'époque d'après Bunyoni, les choses s'empirent encore. Sur tous les plans, on a une aggravation de la situation après l'emprisonnement de Bunyoni. Alors finalement, le problème, ça devient Ndayishimiye lui-même. Alors, je trouve que c'est un président très hypocrite qui sait faire des discours mielleux, qui peut sourire, qui raconter des blagues, qui peut donner l'impression d'un bon climat, d'un homme bon, mais qui dans la réalité est plutôt très dur, à telle enseigne qu'on se demande s'il advenait demain qu'il y ait d'autres manifestations comme 2015, qu'il y ait des gens qui s'opposent de manière aussi forte qu'on avait fait sous Nkurunziza. Je me demande ce que le régime d'Ndayishimiye pourrait faire au Burundi. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il fait, il fait ce que Nkurunziza faisait pendant le 3e mandat, où Nkurunziza se sentait illégitime, se sentait menacé dans l'existence même de son régime. Mais par contre, Ndayishimiye n'a pas les mêmes défis, n'est pas dans la même situation, et pourtant, la situation perdure telle qu'elle était sous le régime Nkurunziza. Alors, c'est là où je me dis,
Ce président est un grand hypocrite, mais il est encore plus dangereux que Nkurunziza, à mon avis. C'est cette impression que j'ai. Alors la question, est-ce que c'est faire la sourde oreille? Est-ce que c'est qu'il ne voit pas ce qui se passe? Mais c'est faux. Si on continue à réfléchir ainsi, pendant longtemps, nous avons pensé que Nkurunziza, c'était un homme qui aimait Dieu, qui priait, et qu'il y avait d'autres personnes qui l'empêchaient d'agir de manière positive, respectable, telle qu'il fallait. Mais en réalité, plus ceux qu'on pensait être ses freins, plus ils ont été éliminés ou ont disparu, et plus Nkurunziza a montré son vrai visage, il est devenu encore pire que ce qu'on avait lorsqu'on pensait que c'est Rajab qui l'empêche de travailler, lorsqu'on pensait que c'est Adolphe qui l'empêche de travailler. On a vu le vrai visage de Nkurunziza après l'élimination de toutes ces personnalités. Et la réalité, je trouve que c'est la même situation chez Ndayishimiye. Il n'y a même plus de prétexte. Les services qui enlèvent les citoyens, ce sont des services qui dépendent directement du président. C'est le service national de renseignement. Parfois, c'était le renseignement militaire. Et là aussi, le président a beaucoup de force sur le renseignement militaire. Il a tous les pouvoirs sur le parti CNDD-FDD. Alors, qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Pourquoi ce sont ces services qui font ces choses? Donc là, on se dit, c'est lui. C'est lui, il n'y a pas à chercher ailleurs, c'est lui. Et pourquoi il ne parle jamais de ça? Le Focodé lui a adressé une correspondance en août 2022. Nous avons donné une liste de 80 personnes qui avaient déjà disparu au cours des 2 dernières années de son mandat. La correspondance a été reçue. Son porte-parole de l'époque a dit qu'ils avaient reçu la correspondance. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune réponse. Ça veut dire que c'est un président bien informé des situations sur le terrain, mais c'est un président qui ne veut pas agir sur ces situations. Et à la fin, on se dit, mais à qui profitent tous ces crimes? À qui? Est-ce que ce n'est pas à lui-même? Voilà où je me dis, c'est lui-même à l'origine de la plupart des difficultés que traverse le pays. Vous êtes là? Il y a un silence. Alice n'a pas ouvert son micro. Je ne sais pas si Alice est en train de parler, mais son micro est fermé. Honorable Gossagato, je disais, Pacifique Nazre estime que le président Ndayishimiye est bien informé, qu'il sait très bien ce qui se passe, mais qu'il ne veut pas agir. Est-ce que vous êtes du même avis ou vous pensez qu'il n'est pas au courant de ce qui se passe? Honorable Agaton. Alors, je vous demandais si vous pensez que le président Ndayishimiye est au courant de ce qui se passe au pays ou c'est un silence complice parce que tout le temps, il dit que tout va bien au pays alors que la situation ne cesse de se dégrader. Est-ce que vous pensez qu'il est au courant et qu'il n'est pas informé de ce qui se passe ou que c'est plutôt un silence complice et qu'il ne veut pas agir comme le dit Pacifique Nazwe? Je n'ai pas tout saisi, mais j'ai exposé juste une partie. Si vous me posez la question de savoir si le président Ndayishimiye connaît ce qui se passe dans le pays, absolument oui. Sûrement oui. Il a un service national de renseignement qui a tous les moyens
pour agir. Il a l'administration. L'administration, quand les provinces sont gérées par des personnes qu'il a nommées, des personnes de sa confiance, les administrateurs sont de son parti, l'objectif lui-même un système de renseignement. Donc, le président ne peut nullement être dédouané des situations malencontreuses qui vivent tout le monde. Il sait tout et il a aussi les moyens d'agir. Il a le devoir de protéger les citoyens par la Constitution. Il a les moyens de servir contre quiconque s'inscrit en haut contre ses missions en tant que président de la République et garant des routes. Tout simplement, je crois qu'il reste un problème. On me dit que c'est ses collaborateurs parce qu'ils s'estiment mettre en première place et dans le garant les intérêts de toute une mission. C'est ça le vrai problème. Sinon, pour ce qui se passe, même dans le territoire qu'il est, il a tous les moyens pour savoir tout ce qui se passe sur le territoire burundais. Et il a même des services de renseignement à l'extérieur. Donc, il a suffisamment de moyens pour connaître tout ce qui se passe. Seulement, la gestion de ces connaissances, de ces informations, de ces renseignements, c'est ça peut-être qui pose problème. Et là, on peut se poser une question. Est-ce que l'évêque, tout ce qu'il a comme pouvoir pour faire la loi, est-ce que la situation peut être changée et s'empire même au lieu de s'améliorer? C'est ça la question troublante qui peut se poser dans les esprits des uns et des autres. Sinon, c'est là ce qui se passe, de l'on sait très bien. Marie-Louise Waïchako, je ne sais pas si vous nous entendez. Aujourd'hui, le discours officiel, c'est que tout va bien, la situation est très bonne au Burundi, la sécurité, les droits de l'homme, l'espace civique. Est-ce que vous pensez que le président de la République ferme les yeux sur ce qui se passe? Je ne pense pas qu'il ferme les yeux sur ce qui se passe. D'abord, loin d'un changement véritable, je pense qu'il ne recherche vraiment pas que les choses changent. Nous sommes encore au niveau de la rhétorique. Ils savent certainement ce que le monde veut entendre. Ils savent ce qui plaît à la population et c'est ce discours qu'ils donnent pendant qu'ils sont en train de faire autre chose. C'est comme ça que moi je pense que je vois les choses. Quand je vois par exemple le travail que la CVR est en train de faire aujourd'hui, qui est normalement le travail d'établir la vérité et de réconcilier les Burundais. Et quand je vois ce qui se passe, c'est absolument incroyable et personne ne peut comprendre comment une commission vérité-réconciliation peut manquer d'impartialité à ce point. Nous voyons une CVR qui est plutôt dans l'élan d'opposer les Burundais, d'opposer les groupes ethniques contre les autres et finalement ne jamais arriver à cette réconciliation que la commission recherchait. Et je ne peux pas dire que le président ne le sait pas.
C'est impossible qu'ils ne le sachent pas. Parce que c'est un discours que nous entendons, que tout le monde entend. Mais ce n'est pas ce que le Burundi attend et ce n'est pas ce dont le Burundi a besoin. Et le président le sait très bien. Le président sait très bien de quoi le Burundi a besoin. Le président a aujourd'hui entre ses mains tout ce qu'il faut pour mettre le Burundi sur les rails, mais il est en train de faire autre chose. Quand je regarde, par exemple, le manque d'indépendance des institutions, vous voyez la justice sans aucune indépendance, vous voyez les services de sécurité sans aucune indépendance. Honnêtement, je pense que la responsabilité première est sur les épaules du chef de l'État, parce que c'est le magistrat suprême, c'est le chef, c'est lui qui doit prendre des décisions, c'est lui qui doit voir l'intérêt majeur de la nation et prendre des décisions irrelatives. S'il ne le fait pas, on ne va pas dire qu'il ferme les yeux, on ne va pas dire qu'il ne le sait pas, on va dire qu'il n'a pas encore cette volonté et cet engagement dont il a besoin pour arriver à l'objectif de la mission qui lui a été confiée. Alors, le bilan est largement négatif. Il n'y a pas d'implication du président de la République pour changer les choses. Le président ne veut pas agir. Et cela nous amène dans la deuxième partie de cette émission. Quelles sont les voies de sortie envisageables? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir ou tout est perdu? Pacifique et Naz. Merci. Il faut que, comme disait quelqu'un, il faut que l'espoir meure en dernier lieu. Il ne faut jamais qu'on perde de l'espoir. Et mon message toujours au peuple burundais, c'est de continuer à se battre, c'est de continuer à militer pour leurs droits. Les droits et les libertés ne sont jamais offerts comme des cadeaux. Les droits et les libertés, il faut toujours les arracher. On a toujours besoin de les arracher. Et de son point de vue, mon message, c'est de demander à tout un chacun de s'investir. C'est des droits et des libertés pour nous tous. Nous en avons tous besoin. Même les dirigeants ne s'en rendent pas compte. Ils ont besoin des mêmes droits et libertés. Parfois, ils s'en rendent compte très rapidement lorsqu'ils perdent le pouvoir. L'exemple que j'aime souvent donner, c'est celui du général Bunyoni, qui pendant toute une décennie, d'ailleurs plus d'une décennie, régnait en maître sur le Burundi. Quand nous battions, nous demandions ses droits, ses libertés, lui, il pensait que nous étions en train de combattre le régime, que nous étions les ennemis de ce régime. Il a même parfois tenté d'assassiner certains d'entre nous. Et pourtant, lorsque il a été limogé, puis arrêté, il a eu besoin des mêmes acteurs qu'il avait tant réprimés. Il a eu besoin de cela pour survivre. Sa situation était désespérée. Il était, lui-même le reconnaît, le régime le reconnaît, pas mal d'autres acteurs, y compris au sein du régime, le reconnaissent. Il n'avait pas de chance de survie. S'il n'y avait pas eu les alertes de la société civile en exil, il n'avait pas de chance de survie. Aujourd'hui, il est vivant parce que nous avons crié. De même, durant son procès, tout espace de communication sur ce qui se passait dans son procès ont été fermés. Les Burundais n'allaient même pas connaître que le procès était en cours. Les Burundais n'allaient même pas connaître ce qui se disait dans ce procès. Il a été difficile pour nous de faire le monitoring de ce procès, mais nous avons pu connaître d'une façon ou d'une autre ce qui se disait, ce dont il était accusé.
Nous avons pu communiquer cela à l'opinion, ce qui a par ailleurs gêné le pouvoir, mais il a fini par être condamné de manière... c'est pas un saint, Bunyoni, pour nous, c'est un criminel sur d'autres aspects, mais la manière dont son procès a été dirigé est déplorable. Ça ressemble aux autres procès que lui-même avait infligés à pas mal d'opposants, à pas mal d'acteurs de la société civile. Ce qui est arrivé à Bunyoni peut arriver demain à Ndayishimiye lui-même, cela peut arriver... Justement, à propos de ça, Bunyoni, il y a eu d'autres avant lui, on a connu le cas au Sénégal. Et la question qu'on se pose aujourd'hui est pourquoi nos acteurs politiques ou nos dirigeants n'apprennent pas des erreurs du passé? C'est dommage. On dit souvent que le pouvoir enivre et que le pouvoir absolu enivre absolument. Et je pense que c'est ce qui arrive à tous ces dirigeants qui n'ont pas de contre-pouvoir. À un moment, ils se croient tout puissants. Ils n'envisagent même pas qu'il puisse y avoir la possibilité de leur chute, ou qu'à un moment, ils peuvent se retrouver dans une situation où ils ont perdu le pouvoir. C'est des gens comme nous, la société civile, c'est l'opposition, c'est les journalistes, qui arrivent souvent à rappeler aux puissants, aux dirigeants, que le passage au pouvoir est éphémère, qu'il y aura un autre moment. C'est aussi l'occasion de leur rappeler qu'ils ont besoin de nous, parce que c'est nous qui deviennent à un moment leur boussole, leur baromètre. C'est nous qui leur disions parfois ce que les autres n'osent pas leur dire. Et malheureusement, s'ils ne nous écoutent pas, ils finissent par tomber dans ce que on avait toujours dénoncé pendant toutes ces années. Je n'ai aucun doute que d'autres finiront comme Bunyoni si le pouvoir ne veut pas changer et si l'espace n'est pas libéré. La société civile n'est pas l'ennemi du régime. La société civile aide comme un contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir, ça, nous le soulignons toujours. Mais c'est pas, nous ne sommes pas pour les combattre, nous sommes là pour les aider à améliorer la gouvernance au profit de la population et dans l'intérêt d'eux-mêmes et des générations à venir. Voilà ce que je voulais dire. Donc, mon message, c'est à tout le monde de comprendre que nous avons tous besoin d'un espace de liberté et que c'est chacun d'entre nous de se battre pour que cet espace, finalement, arrive. L'année prochaine, ce sera une année d'élection. C'est un moment extrêmement important dans la vie de chaque pays. Encore une fois, c'est dommage qu'il n'y ait pas de société civile indépendante sur le terrain qui pourrait aider à crédibiliser, à légitimer le processus électoral. Quand il y a une société civile indépendante, c'est elle qui aide notamment à confirmer que les résultats qui sont publiés sont corrects. Quand nous avons des observateurs qui peuvent librement suivre tout le processus électoral jusqu'au comptage des bulletins de vote, c'est cette société civile qui, en confirmant les résultats, même quand l'opposition conteste ces résultats, si la société civile confirme que les résultats sont conformes à la réalité, ça légitime un pouvoir. Mais lorsque un pouvoir se renferme, lorsqu'un pouvoir ne veut pas d'observateurs neutres et indépendants, lorsqu'un pouvoir n'a pas de société civile, ça décrédibilise tout le système, même dans la situation réellement, le pouvoir aurait gagné les élections. Il sera difficile que les Burundais croient aux résultats des élections s'il n'y a pas d'observateurs neutres, s'il n'y a pas de presse neutre, parce que là aussi, nous en parlons moins, mais vous savez ce que le CNC a donné comme ordre. Le CNC a communiqué que les journalistes n'ont pas le droit de communiquer les résultats avant les proclamations de la CENI. Et après la proclamation de la CENI, aucun journaliste n'aura le droit de contester les résultats donnés par la CENI, ça on le sait. Donc, il est difficile de croire les résultats qui viennent d'une telle opacité. Il sera difficile. Si le CNDD-FDD déclare qu'il est vainqueur
dans un processus obscur, il sera vraiment difficile que soit cru par la population. Alors que s'il y avait une véritable société civile indépendante, si réellement le CNDD-FDD gagne et que la société civile confirme, là, tout le monde va aller croire au résultat du vote. Je voudrais en fait dire que ce moment de vote sera en quelque sorte historique. Pourquoi? Il donne des possibilités à une situation qui est bloquée. Depuis 2015, nous sommes bloqués. Nous avons un régime qui a taxé une partie de la population comme des ennemis du pays. Nous avons une société civile en exil, une opposition en exil, et le pouvoir lui-même ne sait pas comment se sortir de cette situation. Il y a eu toutes ces lois, tous ces procès contre nous. À un moment, le pouvoir lui-même s'est emprisonné dans une logique qui est complètement fausse. Alors, les élections de 2025 pourraient donner un espace pour libérer cette situation, pour se sortir de cette situation. Parce qu'aujourd'hui, il y a la possibilité que l'opposition, si on la laisse, si on laisse l'opposition aller en compétition de manière libre, il y a la possibilité que l'opposition gagne. Et si l'opposition gagne, nous avons cette chance que ce sont des législatives et qu'on aura les présidentielles dans 2 ans. Ça veut dire que si l'opposition gagne, il y aura en même temps un président de la République qui reste du CNDD-FDD pour les 2 ans à venir, très puissant de par les lois, de par la Constitution et de par aussi le pouvoir qu'il garde sur l'armée, les services de sécurité, le renseignement et la justice. Et d'autre part, on aurait un premier ministre issu de l'opposition et qui aurait le soutien du Parlement, si du moins on laissait l'opposition gagner. Et dans cette situation, je pense, c'est vrai, c'est une situation difficile de cohabitation entre le CNDD-FDD et l'opposition, mais ça pourrait être ce moment extraordinaire d'ouverture, de dialogue entre les deux forces. Et je pense que si on saisissait cette chance, cela pourrait nous sortir d'une situation bloquée, comme je disais. Je ne peux pas imaginer qu'un gouvernement de l'opposition nous garderait en exil, ce serait irraisonnable. Et s'ils s'entendent pendant les 2 ans, et le CNDD-FDD y gagnerait, et l'opposition y gagnerait, et le peuple burundais y gagnerait. Est-ce que nous avons des autorités à la hauteur de ce rendez-vous? J'en doute. Parce que la manière dont ils se sont comportés dans le passé, je ne pense pas que c'est demain qu'ils vont changer. Mais les Burundais doivent saisir aussi cette opportunité. Ça ne va pas arriver si les Burundais ne saisissent pas l'opportunité, s'ils n'aillent pas voter et s'il n'y a pas de mécanisme de surveillance du résultat de leur vote. Merci Marie-Louise Loalisako. Nous parlons des voies de sortie envisageables pour des Burundais qui aspirent à davantage de liberté. Quelles sont les perspectives qui s'offrent à eux? Les perspectives, tout à l'heure, quelqu'un m'a dit que je n'étais pas très optimiste. C'est vrai, je ne suis pas très optimiste, mais je préfère garder l'espoir que c'est possible. La première chose, si cela pouvait se passer, serait que le président de la République lui-même change de cap. Changer de cap, non pas pour dire je ne suis plus CNDD-FDD, mais juste concrétiser ses engagements. Toutes les promesses qu'il a faites dans ses discours. Madame Marie-Louise Loalisako, nous ne vous entendons plus. Finalement une réalité et les choses vont se dérouler autrement. Il est possible, comme le disait Pacifique, que les élections en vue soient des élections paisibles, équitables et respectueuses de tous les droits et toutes les libertés des citoyens et puissent nous amener dans un autre environnement qui permet au Burundi de se libérer
de tout ce qu'il a embrigadé jusqu'à aujourd'hui. C'est possible. C'est possible, mais cela demande encore une fois une seule chose, la volonté politique, l'engagement des dirigeants. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, l'intérêt majeur de la nation n'est pas à la tête de leurs priorités. Il faut juste changer les priorités. C'est possible et c'est leur devoir. Ils ont tous les textes, ils ont toutes les lois. Et même ce qui manque, ils pourraient le mettre tout de suite, mais il faut d'abord qu'ils aient cette volonté et cet engagement de changer les choses comme ils l'ont promis. Depuis que le président Ndayishimiye est arrivé, il est arrivé en promettant de changer les choses et de résoudre tous les problèmes qui étaient restés non résolus. Jusqu'à aujourd'hui, rien n'a été résolu. Alors, l'autre proposition que je donnerais, que le CNDD, en fait, il nous a trahis en quelque sorte. Ils étaient venus avec la mission de mettre en application l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. C'est un accord qui a été négocié et conclu avec beaucoup d'efforts, beaucoup de peine par les Burundais et la communauté internationale. Il fallait que cet accord soit mis en œuvre pour que le Burundi puisse arriver à la résolution des crises et des problèmes qui ont gangréné le Burundi depuis des siècles. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait et c'est ça qu'aujourd'hui nous vivons. Nous vivons cette crise qui n'a pas été résolue. Nous vivons ce conflit qui n'a pas été réglé jusqu'aujourd'hui. Et tant que cela ne sera pas fait, nous sommes condamnés à rester là où nous sommes jusqu'à ce que quelqu'un vienne pour réconcilier, réunir les Burundais et nous faire passer à l'autre étape. Oublier les conflits, oublier les divisions, oublier la haine ethnique et passer à la convivialité, à la cohabitation pacifique, à la symbiose pour que nous puissions développer notre pays. Nos enfants ne vont pas toujours aller en masse à l'étranger pour trouver la vie, pour trouver l'espoir, pour trouver la survie. Nous avons un pays et c'est un beau pays, tout le monde le sait, mais on est en train d'en faire un enfer et un lieu de désespoir. Donc, à mon avis, c'est vraiment leur devoir, et c'est à nous aussi, Burundais, d'exiger nos dus. Pourquoi? Parce que on dit souvent que tout pays a les dirigeants qu'il mérite. Ce n'est pas vraiment que c'est toujours ce qu'il mérite, mais quand on n'exige rien, on n'a rien. Donc, nous avons le devoir envers nos enfants, envers notre progéniture, nous avons aujourd'hui le devoir d'exiger. Nous ne devons pas exiger par la violence. Nous n'exigeons pas nécessairement par des paroles déconsidérantes, mais nous devons trouver notre moyen d'exiger de manière que nos dirigeants le sachent bien qu'ils doivent répondre aux attentes de ceux qui les ont élus. Donc, c'est possible. Oui. Non, je disais, c'est possible de résoudre la crise au Burundi, mais il faut qu'il y ait cette volonté de la part de tout le monde, et des dirigeants et de la population. Merci. Merci, Madame Oishako. Honorable Boissagaton, si vous êtes encore avec nous en ligne, nous parlons des voies de sortie envisageables. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Quelles sont les perspectives pour les Burundais qui aspirent à davantage de liberté? Honorable Boissagaton, est-ce que vous êtes encore avec nous en ligne? Est-ce que vous nous entendez? Si vous nous entendez, nous, on ne vous reçoit pas très bien. Je pense que c'est un problème technique.
Nous reviendrons tout à l'heure avec l'honorable Gwasagaton s'il arrive à se connecter et nous rejoindre. Avant de passer aux différentes questions adressées principalement à l'honorable Gwasagaton, on va faire un tour avant de terminer cette émission. Pacifique Nazwe, un dernier mot à l'endroit du gouvernement, des différentes institutions du pays, mais aussi à la population. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est Agathon Gwassa que j'entendais là qui revenait. Sinon... Honorable Gwasagaton, est-ce que vous nous entendez? Bon. OK. Est-ce que la technique peut nous confirmer si l'honorable Gwasagaton est en ligne avec nous? Oui, je vous entends maintenant. Oui, honorable, je disais, nous parlions tout à l'heure avec les deux autres invités de voies de sortie envisageables. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir et quelles sont les perspectives qui s'offrent aux Burundais qui aspirent à davantage de liberté? Les Burundais nous devons garder l'espoir parce que il n'y a pas de nuit sans fin. On est dans une nuit ténébreuse, oui, mais l'aurore viendra. Il faut avoir de l'espoir. Donc, pour moi, je me dis que les perspectives, c'est simple. Il faut que les uns et les autres comprenions que nous sommes des citoyens de l'État burundais. Et à cela, chaque parti a quand même des efforts à fournir. Pour ceux qui gèrent le pouvoir, ils doivent comprendre que le Burundi n'est pas une propriété du régime. Ce n'est pas une propriété privée du régime du CNDD-FDD, ce n'est pas une propriété privée des autorités de quelque gabarit que ce soit. Mais le Burundi, c'est notre patrie à nous tous, c'est notre nation à nous tous, que l'on soit du régime ou pas, que l'on soit au Burundi ou ailleurs, dès lors que nous sommes des Burundais, le Burundi, c'est notre patrie. Nous devons adopter un comportement citoyen, à commencer par le sommet de l'État, jusque là, à la base. Donc, je dois recommander aux gestionnaires de cette République de mettre un terme à la discrimination qui gangrène notre société et qui a toujours été la source de toutes les crises que le Burundi a dû traverser. Ça a été très dur. Mais à un moment donné, les Burundais ont eu le soutien de la communauté internationale et on a vu qu'il y avait une recette, celle du dialogue, qui pouvait résoudre les conflits les plus difficiles. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on se mure dans ce manque d'ouverture envers les uns et les autres et croire que tant que l'on détient le pouvoir, on va faire la pluie et le beau temps et condamner tout ce que l'on voudra condamner. Non, il faut que cela cesse. Il faut que l'on comprenne que nous sommes tous Burundais, peu importe nos conditions socio-économiques, socio-politiques, et j'en passe. Une autre chose qu'il nous faut, c'est se délier du militantisme et de la partisanerie. Ceci est beaucoup plus vrai pour les gestionnaires de son pays, le parti au pouvoir, mais c'est une interpellation envers quiconque, parce que ce n'est pas la partisanerie qui va résoudre les problèmes posés par la partisanerie, mais plutôt c'est
devenir réellement citoyen qui va libérer notre société. J'interpelle nos amis du pouvoir. Ils sont vraiment très, très créatifs en termes de slogans. Ils savent vraiment trouver de très bons slogans, mais ce ne sont pas les slogans qui développent le pays. Ce ne sont pas des slogans qui aident le pays à se mettre sur ses deux pieds. Non. Les slogans, on les connaît. On ne doit pas nous chanter la vision 20, 40, 20, 60. Lorsqu'on ne voit même pas comment on va arriver à 2026, 2030, on ne va pas continuer à berner les gens en prétendant qu'il y a un plan national de développement lorsqu'on ne voit pas de ce développement-là, lorsqu'on ne peut même pas évaluer son plan-là. Non, il y a un minimum. Il faut que les gestionnaires soient conscients que quand même le pays mérite mieux que ce qu'ils nous servent. Autre chose, c'est que les Burundais, nous avons le devoir de changer, d'amener le changement à travers les urnes. Et ce n'est pas le CNDD-FDD et son système qui va faire ça. Le CNDD-FDD et son système va tout faire pour pérenniser cette descente aux enfers. C'est au Burundi d'avoir un sursaut de patriotisme et de relever ce défi. La voie la mieux indiquée, ce sont les élections. Ils arrivent bientôt. Il faut alors que les Burundais comprennent que le Burundi, c'est un État multiséculaire, mais les partis, les régimes, ce sont juste des choses éphémères. Ils sont voués à disparaître après une certaine durée. Et je ne vois pas un pouvoir comme l'actuel qui a franchement démontré de l'incapacité depuis qu'il est aux affaires en 2000, 2005. Je ne vois pas comment on peut toujours avoir ce rêve d'être là aux affaires jusqu'à la fin des temps. Il faut plutôt se désillusionner et accepter que les Burundais puissent s'exprimer et respecter ces Burundais-là. Surtout respecter même les lois qu'ils ont mis sur place eux-mêmes. Et enfin, je dois interpeller la CENI parce qu'il est question justement d'un changement démocratique et d'une bonne gestion pour que le pays se stabilise, pour que le pays se développe. J'interpelle alors la CENI à faire violence et de travailler sous la coupe de la loi et non pas sous la coupe de l'injonction ou des injonctions des dirigeants de ce pays et du parti au pouvoir, organiser des élections des Burundais pour un Burundi meilleur et éviter tout ce qu'il y a comme tentation à la partisanerie, tentation associée à cela. Cela alors aidera le Burundi à s'en sortir et c'est ce que l'on peut souhaiter le mieux parce que le sort des jeunes générations quand même doit inquiéter, doit interpeller les consciences et ces jeunes gens eux-mêmes doivent comprendre que ce n'est pas un militant de façon outrée pour que le système perdure alors que c'est un système qui ne fait qu'amasser richesse sur le dos des citoyens et un système qui ne fait que de la prédation et de l'économie et de je ne sais quoi encore et qui au finish risque de nous mener vers des situations beaucoup plus graves qu'on n'aimerait pas encore une fois revivre dans ce pays parce que les citoyens burundais ont besoin de paix, de quiétude plus qu'autre chose. Il faut donc aider les Burundais à conquérir leur dignité à travers les urnes
à travers un processus électoral qui doit faire un effort pour être digne de son nom. Voilà ce que je peux dire comme perspective. Honorable Guassagaton, justement, des citoyens burundais, nous acheminons vers la fin de cette émission, mais des citoyens burundais qui nous ont envoyé quelques questions, spécialement à votre endroit. J'en ai 3 petites questions auxquelles vous pouvez répondre rapidement avant qu'on passe à la clôture de cette émission. J'ai une question de M. Bolingo Matsanga qui demande si entre vous et les leaders de la coalition Burundi Babo, vous avez déjà essayé de discuter de la dégradation de la situation des droits de l'homme au Burundi, et il demande également si vous avez confiance en cette coalition. J'ai une autre petite question de M. Paul Ndaïkengrokié qui demande si, je pense que il parle d'une image, si les Burundais vont encore rester 5 autres années en prison alors que vous pouvez gagner les élections. Il demande si la CENI volait encore vos voix, comment est-ce que vous comptez faire? Il demande également si vous allez vous présenter aux élections, mais dans quel parti politique? Plutôt si oui, lequel, dans quel parti politique? Et une dernière petite question, c'est celle de M. Clément Niokwizera. Il demande si vous allez vous présenter aux élections, puisqu'ils entendent qu'on vous a volé votre parti. Voilà les quelques petites questions qui vous ont été posées par nos auditeurs. Si vous pouvez y répondre rapidement avant que nous clôture cette émission. Merci pour ces 3 auditeurs qui ont envoyé leurs questions. Si je commence par Bolingo, la première question demande si on discute de la dégradation de la situation des droits de l'homme. Bien sûr, ça nous interpelle, c'est ça notre engagement pour que justement on puisse mener les Burundais vers ce changement, pour que tout un chacun puisse jouir de ses droits et que réellement le pays puisse avancer tout en étant serein. Question que l'on se fasse confiance, on ne peut pas travailler ensemble si on ne se fait pas confiance. Et puis la confiance, ça se mérite, ça se renforce. Et donne-nous le temps au temps. Pour Paul, qui demande si les Burundais resteront emprisonnés encore une fois 5 ans, je ne sais pas combien de temps, si la CENI venait à tripatouiller les résultats, ou à cette situation, qu'est-ce qu'on ferait? Moi, je me dis qu'il appartient aux Burundais d'abord de prendre conscience, la CENI y compris, qu'un système d'une poignée d'hommes ne peut pas quand même continuer à imposer un mauvais dictat à des millions de Burundais. Ils ont suffisamment amassé de richesses que maintenant ils laissent les Burundais jouir de leurs droits, jouir de leur dignité, et que les Burundais ensemble on retrousse les manches pour bâtir une nation qui est réellement en très mauvaise posture. Et il pose la question tout autant que Clément de comment je vais participer dans les élections, dans quel parti politique. Écoutez, moi je suis burundais. Les élections sont ouvertes au Burundi. Et je me dis que par rapport à cette histoire de parti politique, vous savez que le ministre de l'Intérieur et le président d'ailleurs de la République ont tout fait pour que le parti CNL soit ce qu'il est devenu. Et vous savez que le ministre a dit qu'il suspendait les activités du parti CNL sur le territoire national et jusqu'à présent, il n'a jamais levé cette suspension. Lorsque nous avions annoncé que la suspension était tombée en désuétude, lui, il a même poussé plus loin et a ordonné que toute personne qui s'approchait d'une permanence soit arrêtée et accusée d'atteinte à la sûreté
de l'État. On a observé ce genre de cas à Chibitoke, à Rugombo, à Ngozi et ailleurs. Maintenant, souvenez-vous que le 26 février, je lui ai adressé une lettre lui annonçant la tenue imminente d'un congrès extraordinaire pour résoudre la crise, et il dit que les activités du parti ont été suspendues. Je devrais alors ajouter s'immédier. Tant que le ministre n'a pas encore levé cette suspension, vous comprenez que je ne peux pas aller aux élections comme militant d'un parti qui s'appelle CNR. Mais les élections étant ouvertes au Burundi, je suis libre d'adhérer à tout parti ou toute plateforme de parti qui va dans le sens de travailler pour que justement la situation change. C'est dans cette optique-là que je participe à ces élections en tant que citoyen burundais au sein de la coalition Burundi-Gavos. Voilà ce que je peux donner comme réponse. J'espère que j'ai essayé d'être succinct. Je vous remercie. Merci, honorable Ouassagatou. Nous acheminons vers la fin de cette émission. Un dernier mot à l'endroit du gouvernement, des différentes institutions du pays, à la population. Madame Marie-Louise Welchako. Un dernier mot, c'est vraiment d'exhorter le gouvernement à remettre en avant l'intérêt de la nation, l'intérêt de la population, respecter les droits humains de la population, que ce soit le droit à la vie, le droit à la liberté, tous les droits de la population, que la population burundaise se sente vraiment libre et encouragée à œuvrer pour la bonne marche de ce pays. C'est une très bonne chose de vouloir, de parler de la démocratie, mais c'est une autre chose de faire de la démocratie dans un pays une réalité. Et c'est le défi auquel est confronté le leadership du Burundi en ce moment. Nous les exhortons à revenir sur le bon chemin, sur le droit chemin, et faire du Burundi une nation où il fait bon vivre, parce que c'est possible. C'est possible de faire de ce pays le pays de lait et de miel, comme on aime le dire souvent. Mais cela demande, encore une fois, comme je le disais, ça demande la volonté, ça demande l'engagement, ça demande l'ouverture. L'ouverture pour considérer tous les citoyens burundais comme des enfants de ce pays et pas seulement un groupe contre l'autre. Donc, c'est vraiment ça que j'aimerais bien voir se passer si les dirigeants se résolvent à changer de direction et de choisir le bon chemin pour le Burundi, pour eux-mêmes et pour les leurs. Merci, Madame Welchako. Pacifique Nhazwe, un dernier mot. Je me souviens d'un article que j'ai lu qui avait été écrit par l'historien français Jean-Pierre Chrétien, qui à un moment disait que depuis 1972, le Burundi est dirigé par une seule idéologie, la peur. Pour lui, c'est la peur qui dirige le Burundi et c'est la peur qui embrigade les Burundais. D'autre part, je me souviens encore des paroles enrichissantes qui ont été écrites, c'est plutôt écrites, par la Birmane Aung San Suu Kyi, qui disait que ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais plutôt la peur des dirigeants qui ont peur de perdre le pouvoir, qui ne peuvent pas envisager ce qu'ils deviendront sans le pouvoir, et la peur des citoyens qui ont peur des matraques de la part de ceux qui les oppriment. Chez nous, ce n'est pas seulement les matraques, chez nous, c'est aussi l'assassinat, c'est la disparition forcée, c'est la torture, c'est la prison de manière arbitraire et illégale. C'est cette peur qui tue notre pays
je voudrais inviter les uns et les autres à vaincre cette peur. Il est important que les dirigeants vainquent la peur qui les tétanise eux aussi. Moi, je trouve qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de leur propre système. Il est très important qu'ils apprennent à bâtir une société de liberté, comme je l'ai déjà dit, qui va les protéger, qui va protéger leur progéniture et qui va nous protéger tous. Il est important que les citoyens arrivent à vaincre la peur pour dire aux dirigeants ce qu'il faut qu'ils leur disent et pour qu'ils arrivent aussi à résister contre la dictature, contre la terreur de l'État. Il faut qu'on y arrive. Et enfin, j'en appelle non seulement à la conscience de chacun et à la responsabilité de chacun, mais j'en appelle à chacun, encore une fois, pour qu'il sache qu'il est de son rôle pour que ce pays soit sauvé. C'est très important qu'on comprenne qu'on vivra ensemble dans ce petit pays, qu'il a besoin de nous tous, qui nous appartient à nous tous, et que personne n'a le droit d'empêcher à notre citoyen du Burundi, comme nous le chantons chaque jour, Burundi bwacu. Chaque jour nous disons Burundi bwacu, Burundi buhire, Burundi bwacu. Notre Burundi à nous tous, tous qui arrivent à penser que ce pays leur appartienne à eux seuls, c'est la plus grosse erreur commise par d'anciens dirigeants et une erreur qui est commise encore, qui est répétée encore une fois aujourd'hui. Et chaque fois que des citoyens qui leur refusaient des droits à des citoyens burundais ou une partie des citoyens du Burundi, la fin, elle est très grave. Ça finit par nous conduire à la guerre civile, ça finit par nous conduire à des atrocités graves. Pour éviter cela, la responsabilité, la conscience et l'action à chacun de nous, aux dirigeants et aux citoyens. Merci. Merci, Pacifique Nahazwe. Honorable Gossa, si vous êtes avec nous, encore un dernier mot et nous allons vers la fin de cette émission. Oui. J'invite le pouvoir à sacrifier ses intérêts sectaires et prioriser l'intérêt de la nation. Donc, je les invite à se libérer de ce sectarisme qui gangrène et le régime et la nation tout entière. J'appelle de tous les vœux la population burundaise à se surpasser, se mettre ensemble, défier le système du CNDD-FDD, un système qui s'enrichit sur le dos des citoyens et donc voter pour le changement. Et voter pour le changement signifie voter et protéger son vote. Ça, c'est très important. À la CENI, je dis organiser des élections des Burundais pour l'intérêt du Burundi. Pas des élections pour l'intérêt d'un parti ou de je sais quoi encore, mais des élections pour l'intérêt du Burundi. Le Burundi, ce sont les Burundais d'aujourd'hui, ce sont les Burundais de demain. Donc, soyons plus citoyens, soyons moins militants, soyons moins partisans. Et là, c'est une interpellation que je fais à tout le monde, y compris ceux qui sont au sommet de l'État. Je vous remercie. Merci, honorable Gossa-Agaton. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission, mais je m'en voudrais sans dire un grand merci à nos trois invités pour leur participation et ces recommandations vraiment enrichissantes. Pacifique Nahazwe, président du FOCODE, merci d'avoir participé à cette émission. Et j'en profite pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Merci pour l'invitation, pour la prestation. Merci aussi pour les vœux que je vous réplique. Meilleurs vœux pour 2025. À Madame Marie-Louise Waïchako, présidente du mouvement Inamahoro, merci également d'avoir participé à cette émission et mes meilleurs vœux pour l'année 2025.
Merci beaucoup et mes meilleurs vœux aussi à vous et à tous ceux qui sont avec nous pour cette année 2025, qu'elle soit vraiment l'année de la paix au Burundi. Merci beaucoup. Merci, Madame Walichako. Honorable Gwassa Gaton, député et fondateur du parti Sénel, merci d'avoir participé à cette émission et mes meilleurs vœux pour 2025 également. Merci à vous aussi. Je rappelle que vous nous suivez sur les plateformes numériques Facebook et X, anciennement Twitter, du Focodé. Et un grand merci à mes collègues Gilbert Nyonguru et Jérôme Kazaoukéye qui m'aidaient du côté technique, du côté de la réalisation. Et je voudrais également dire un grand merci à tous les internautes qui nous suivaient de par les quatre coins. Surtout, meilleur vœu pour la nation burundaise. Merci, honorable Agathon Gwassa. Justement, c'est là où je voulais terminer. Nos meilleurs vœux à l'ensemble du peuple burundais et surtout dans l'espoir. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Imbere ya byose n'Uburundi haba mu magorwa mu mahirwe haba mu bakunzi no mu bansi twitangira Uburundi duhizi n'Uburundi nuhemukire sokuruza batijumugiwe muri Focodé ahari imboneza z'Uburundi ahari imboneza z'Uburundi basukuru bacu bari incungu bitangiye igihugu mu butwari baturazi intahe y'ubugabo Uburundi butunganye Uburundi bw'amahoro nuhemukire sokuruza batijumugiwe muri Focodé ahari imboneza z'Uburundi ahari imboneza z'Uburundi imboneza twese hindika ibiri tumurikira abarundi mw'iterambere bave mu mwijima w'ubunebwe ubujuju n'ubugunge wivangura n'ubuhemu nuhemukire sokuruza batijumugiwe muri Focodé ahari imboneza z'Uburundi ahari imboneza z'Uburundi abatwara abahutu n'abatutsi tugira urunani rw'intamenwa ibendera ryacu rihungabane Uburundi